J'ai toujours cru que nous avions tout. Sophie et moi formions un couple solide, un duo inséparable dont l'amour s'était forgé au fil des années, entre défis et moments de bonheur. Nos 3 enfants, Léa, Mathieu et Chloé, remplissaient la maison de rire et de désordre, et même si la vie était parfois chaotique, tout semblait orchestré à la perfection. Sophie était celle qui organisait tout, qui gardait le contrôle, pendant que je m'occupais principalement des finances. À mes yeux, nous étions inébranlables. C'est elle qui avait insisté pour que nous assistions à cette soirée caritative. Un événement mondain, luxueux, où se mêlaient personnalités influentes et monde politique. Je n'en avais pas envie, mais Sophie était enthousiaste. Elle disait que c'était important pour nous, pour notre image, pour tisser des liens utiles. J'avais fini par accepter. Elle avait passé des heures à se préparer, et quand je l'ai vue enfin dans sa robe, un frisson m'a traversé. Elle était magnifique. Je me suis souvenu de la première fois où je l'avais regardée avec admiration, des années plus tôt. La réception se tenait dans un hôtel particulier somptueux, éclairé par d'énormes lustres en cristal et rempli d'un brouhaha feutré de conversations élégantes. Sophie évoluait avec aisance, saluant, riant, échangeant avec une facilité déconcertante. Moi, en retrait, un verre de vin à la main, j'observais. Ce monde n'était pas le mien, elle le savait. Mais j'étais là, pour elle. C'est ce soir-là que quelque chose a changé. Sophie était différente. Pas de manière flagrante, mais une énergie nouvelle l'animait. Un enthousiasme trop éclatant, une agitation inhabituelle. J'ai d'abord pensé que c'était l'ambiance, l'excitation de la soirée. Mais quand je l'ai vu parler à cet homme, un inconnu au sourire trop assuré, j'ai ressenti une première fissure en moi. La façon dont elle riait, se penchait légèrement vers lui, effleurait son bras en parlant. Ce n'était pas la Sophie que je connaissais. J'ai tenté de chasser ce malaise, de me concentrer sur autre chose. Mais mes yeux revenaient sans cesse vers eux. À un moment, elle a remarqué mon regard et m'a adressé un sourire, un geste de la main comme pour me rassurer. J'ai souri en retour, mécaniquement. Pourtant, une sensation sourde me rongeait. Sur le trajet du retour, je n'ai rien dit. Sophie était euphorique, elle parlait des rencontres qu'elle avait faites, des opportunités que cette soirée représentait. Je hochais la tête, les mains crispées sur le volant, tentant d'étouffer cette petite voix dans ma tête. J'étais sûrement paranoïaque. Elle m'aimait. Je l'aimais. C'était tout ce qui comptait. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Sophie avait toujours attiré les regards. Son charisme naturel, sa façon d'occuper l'espace, de captiver l'attention. C'était ce qui m'avait séduit autrefois. Et avec les années, elle avait appris à en jouer, à se rendre indispensable dans chaque cercle où elle évoluait. Puis il y avait cet homme. Adrien Lemoine, sénateur influent, habitué des projecteurs. Un sourire confiant, un regard perçant, l'assurance de ceux qui ont du pouvoir et savent en user. Dès leur première rencontre, quelque chose dans leur interaction m'avait mis mal à l'aise. Au début, j'avais tenté de rationaliser. Évidemment, elle allait discuter avec lui, c'était l'un des invités les plus importants. Mais il y avait cette légèreté dans sa voix, cette proximité qui n'avait rien d'anodin. Lui était trop à l'aise, trop familier. Elle, trop réceptive. Plus la soirée avançait, plus je les voyais ensemble. Toujours un peu à l'écart, dans leur bulle. Les gestes infimes mais lourds de sens, un regard prolongé, un rire qui sonnait différemment, une main qui frôle un bras. Je reconnaissais ces signes. Parce qu'avant, c'était moi qui les recevais. Le moment décisif est venu plus tard. Après le dîner, alors que les conversations devenaient plus intimes et que les invités se dispersaient en petits groupes. À travers les grandes baies vitrées du salon, je les ai vus sur le balcon. Lui, penché vers elle, murmurant à son oreille. Sa main posée sur son épaule. Et elle? Elle ne s'est pas reculée. Elle l'a laissé faire. Mon cœur s'est serré, une vague glacée m'a traversé. J'aurais dû détourner les yeux, mais je n'y arrivais pas. La scène se déroulait sous mes yeux comme un cauchemar au ralenti. J'aurais pu sortir, les interrompre, les confronter. Mais à quoi bon? Alors j'ai reculé, me suis dirigé vers le bar. J'ai commandé un autre verre, sans même en ressentir l'envie. Ma tête bourdonnait. Était-ce un simple instant d'égarement, ou le début de quelque chose de bien plus grave? Sur le chemin du retour, je suis resté silencieux. Sophie, elle, semblait rayonner.
comme si cette soirée avait été la plus belle de sa vie. Elle continuait à parler, à rire, mais je n'entendais plus rien. J'étais ailleurs. Un fossé invisible venait de se creuser entre nous. Les jours qui ont suivi, l'image du balcon ne m'a pas quitté. J'ai tenté d'ignorer cette douleur sourde, d'agir comme si rien ne s'était passé. Mais c'était impossible. Un matin, alors que nous prenions le petit déjeuner, j'ai su que je ne pouvais plus garder ça en moi. Mon regard s'est posé sur elle, et sans même le vouloir, les mots ont franchi mes lèvres. Je devais savoir. J'ai toujours cru que notre mariage était solide. Sophie et moi étions un duo inséparable, soudés par des années d'épreuves et de moments heureux. Nos 3 enfants remplissaient la maison de vie, et même si la routine nous rattrapait parfois, nous avions trouvé un équilibre. Elle était la femme organisée, celle qui gardait toujours le contrôle, pendant que je m'occupais des finances. Nous étions unis, du moins, c'est ce que je pensais. C'est elle qui avait insisté pour assister à ce gala de charité. Un événement où se côtoyaient politiciens, chefs d'entreprise et célébrités. Elle disait que c'était important, que cela nous ouvrirait des portes. J'avais accepté, sans grand enthousiasme. Mais quand je l'ai vue dans sa robe ce soir-là, j'ai ressenti cette même admiration qu'au premier jour. Elle était magnifique, rayonnante, et pendant un instant, j'ai oublié mes doutes. La soirée se déroulait dans un hôtel particulier, un cadre luxueux, baigné d'un éclairage tamisé et du murmure de conversations feutrées. Sophie évoluait avec aisance, discutant avec des inconnus comme s'ils étaient de vieux amis. Moi, je restais en retrait, un verre à la main, observant sans vraiment écouter les discussions. Ce n'était pas mon univers, mais j'étais là, pour elle. Puis, je l'ai vue avec cet homme. Adrien le Marchand, sénateur influent, habitué des sphères du pouvoir. Un sourire trop confiant, un regard trop perçant. Sophie et lui se sont rencontrés au détour d'une conversation, et immédiatement, quelque chose dans leur interaction m'a dérangé. Son rire, sa posture, cette manière subtile de se pencher vers lui. C'était imperceptible pour un étranger, mais pas pour moi. Je me suis forcé à détourner les yeux, mais mon esprit ne pouvait ignorer ce que je venais de voir. Chaque fois que je relevais la tête, ils étaient ensemble, isolés du reste de la pièce, à échanger des regards complices. Puis, il y a eu ce moment sur le balcon. Lui, une main posée sur son épaule, elle, qui ne reculait pas. Une fraction de seconde, mais c'était suffisant. Sur le trajet du retour, Sophie était euphorique. Elle parlait des rencontres qu'elle avait faites, de l'impact que cette soirée aurait sur ses projets. Moi, je conduisais en silence, tentant de contenir le tumulte en moi. Je voulais croire que ce n'était rien. Que j'avais imaginé tout ça. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les jours suivants, quelque chose en moi a changé. Le doute, le soupçon, cette sensation oppressante de ne plus être au centre de sa vie. J'ai observé. J'ai écouté. J'ai attendu. Jusqu'à ce matin-là, où, incapable de garder le silence plus longtemps, j'ai lâché la question. Sophie, parlons de cette soirée. Elle a levé les yeux de sa tasse de café, et immédiatement, j'ai vu son expression changer. Détendue une seconde plus tôt, elle est devenue méfiante. Qu'y a-t-il à dire? C'était une belle soirée, j'ai rencontré des gens intéressants. N'est-ce pas ce que nous voulions? Je me suis crispé sur ma tasse. Il s'agit d'Adrien le Marchand. Son regard s'est durci. Qu'est-ce que tu insinues? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai vu comment il te touchait sur le balcon. J'ai vu comment tu riais avec lui. Ce n'était pas une simple conversation professionnelle. Elle a posé sa cuillère avec un bruit sec. C'est ridicule. Adrien est un contact important, nous avons discuté de projets caritatifs. Rien de plus. Alors pourquoi avais-tu cet air? Pourquoi cette complicité? Elle a éclaté de rire, un rire froid. Tu es paranoïaque. Toujours à vouloir tout contrôler. Tu ne peux pas supporter que je puisse exister en dehors de toi, n'est-ce pas? Un frisson glacé m'a parcouru. Ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question de respect. J'ai le droit de poser des questions quand quelque chose me paraît anormal. Elle s'est levée brusquement, sa serviette tombant sur la table. Un droit? Tu crois que tu peux régenter ma vie? Tu veux quoi? Que je te rende des comptes à chaque fois que je parle à un homme. Ma colère a grondé sous la surface.
Tu as passé toute la soirée avec lui, isolé, riant à ses blagues comme si j'étais invisible. Et tu oses me reprocher de douter? Ses yeux lançaient des éclairs. Oui, parce que ton insécurité est étouffante. D'ailleurs, Adrien et moi allons dîner ensemble la semaine prochaine pour discuter d'un projet. Et je ne laisserai pas ta jalousie tout gâcher. Un vide s'est creusé en moi. Un dîner? Tu vas dîner seul avec lui? Elle a haussé les épaules, provocante. Oui, parce que j'ai une vie. Une vie qui ne tourne pas uniquement autour de toi. Je suis resté figé, incapable de trouver mes mots. Elle a rassemblé ses affaires et est sortie de la cuisine sans un regard en arrière. Une semaine plus tard, elle tenait parole. Elle est partie ce soir-là, habillée comme si elle sortait pour une occasion spéciale. Son sourire n'était pas pour moi. J'ai regardé l'horloge tourner, les heures défiler, seule avec nos enfants. Elle n'est pas rentrée. Pas avant le matin, les cheveux défaits, un air fatigué sur le visage. Tout ce qu'elle a dit, c'est que le dîner s'était bien passé. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé. Une ligne invisible avait été franchie, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Les semaines suivantes ont été un enfer. Elle était distante, froide, comme si je n'existais plus. Chaque conversation était une dispute déguisée. Je lui reprochais son mépris, elle me reprochait d'être étouffant. Un soir, alors que je tentais une dernière fois d'obtenir des réponses, elle a simplement haussé les épaules. C'était juste un dîner, Thomas. Juste une soirée. Tu dramatises pour rien. Je l'ai regardé longuement. Ce n'est pas juste un dîner, Sophie. C'est ce que ça représente. C'est le fait que tu agisses comme si je n'existais pas. Comme si notre mariage n'était qu'un détail dans ta vie. Elle a soupiré, exaspérée. Tu te rends compte à quel point tu es fatigant avec tes accusations? À cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas moi qui détruisais notre mariage. C'était elle, qui l'avait déjà enterré. Son ascension politique s'effondra en quelques semaines. Des sponsors se retirèrent, des alliés politiques prirent leur distance, et l'opinion publique se retourna contre lui. Les médias se nourrirent de chaque nouvelle révélation, creusant encore plus profond dans ses relations, ses transactions et ses décisions passées. L'homme qui se tenait autrefois avec assurance devant les caméras, affichant son sourire suffisant, était désormais traqué par des journalistes et des enquêteurs. J'observais de loin, sans chercher à me mêler davantage. Le travail était fait. Linda, elle, ne supporta pas la chute. Ce qui avait commencé comme un simple flirt, peut-être un jeu d'influence pour elle, s'était transformé en un scandale national. Son nom fut mentionné, pas comme une victime, mais comme une actrice dans cette trahison publique. Elle perdit son emploi peu de temps après, son employeur ne souhaitant pas être associé à une personne dont l'image était désormais ternie. Son cercle social, composé de ces mêmes élites qu'elle admirait tant, se ferma peu à peu. Personne ne voulait être lié à ce naufrage. Elle tenta de me contacter. D'abord par des messages froids, cherchant à savoir si j'étais impliqué dans la fuite des informations. Puis, quand elle comprit que tout s'écroulait autour d'elle, ses messages devinrent suppliants, presque désespérés. Je ne répondis pas. Il n'y avait plus rien à dire. La procédure de divorce se déroula sans accroc de mon côté. Linda, elle, tenta de se battre, d'obtenir plus que ce à quoi elle avait droit, prétextant avoir consacré sa vie à notre foyer. Mais avec les preuves de son infidélité et sa réputation en ruine, elle n'avait aucune chance. Mon avocat régla l'affaire rapidement, et en quelques mois, notre mariage, autrefois bâti sur la confiance et l'amour, ne fut plus qu'un simple dossier classé dans un tribunal. Quand tout fut terminé, je me retrouvai enfin seul, libre. Ce qui aurait dû être un soulagement était d'abord une sorte de vide. Une décennie et demie de vie commune effacée en quelques signatures. Mais plus les jours passaient, plus je réalisais que ce vide n'était pas un poids, mais une opportunité. Je déménageais dans un appartement plus modeste mais plus chaleureux. Je passais plus de temps avec mes enfants, reconstruisant une relation avec eux sans l'ombre pesante de leur mère. Ils avaient vu les tensions, ressenti les silences, et maintenant, ils pouvaient enfin respirer. Linda, elle, disparut presque complètement de ma vie. La dernière fois que je la vis, ce fut par hasard, quelques mois après le divorce. Elle marchait dans une rue commerçante, seule, le regard perdu, loin de la femme confiante et éclatante qu'elle avait été. Elle me vit aussi. Nos regards se croisèrent un instant, et dans ses yeux,
je ne vis ni colère, ni défi. Juste du regret. Mais ce n'était plus mon problème. J'appris plus tard qu'elle avait quitté la ville, cherchant un nouveau départ ailleurs, loin des souvenirs et des murmures qui la suivaient encore. Peut-être qu'elle trouva une autre vie, une autre personne à qui mentir. Peut-être pas. Cela n'avait plus d'importance. Quant à moi, je n'avais pas encore tourné la page de l'amour. Pas encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. J'avais perdu une femme, un mariage, une illusion. Mais j'avais retrouvé quelque chose d'encore plus précieux, moi-même. Je pris une profonde inspiration. La colère, la fierté et l'inquiétude se disputaient en moi. Je savais que la violence n'était pas une solution, mais je ne pouvais nier que cela me touchait de voir à quel point Joshua défendait sa nouvelle famille. Je regardais Monica, qui restait assise la tête baissée, comme si elle avait honte de tout cela. Puis, je tournai de nouveau mon regard vers Joshua. « Je comprends pourquoi tu l'as fait, » dis-je enfin, ma voix calme et ferme. Mais frapper n'est pas la bonne manière de gérer ce genre de situation. La directrice prit la parole. Tim a aussi dépassé les limites, et nous allons en parler avec ses parents. Mais Joshua doit comprendre que la violence physique entraîne des conséquences. Nous attendons de lui qu'il s'excuse et qu'il effectue des heures de travail d'intérêt général après l'école pendant une semaine. Joshua serra les poings, prêt à protester, mais je posai une main sur son épaule. « Joshua, tu as bien fait de défendre ta famille, lui dis-je. Mais tu dois apprendre à le faire autrement. On va gérer ça ensemble, d'accord ?» Il poussa un soupir, mais finit par hocher la tête. Je me tournai vers Monica. « Et toi, tu dois me promettre que tu nous en parleras si quelqu'un te traite mal. Tu n'es pas seul, et tu n'as pas à subir ça en silence. » Monica hocha timidement la tête, et je vis une lueur de soulagement passer sur son visage. Je savais que ce n'était pas facile pour elle de s'adapter à une nouvelle famille, mais ce moment me montrait que nous étions tous encore en train de trouver notre place dans cette nouvelle vie. Sur le chemin du retour, Joshua restait silencieux à l'arrière, tandis que Monica regardait pensivement par la fenêtre. Finalement, Joshua rompit le silence. « Désolé, papa. » Je croisai son regard dans le rétroviseur et esquissai un léger sourire. « Ce n'est pas grave, Joshua. Nous apprenons tout ce que signifie être une famille. Et c'est ce que nous faisions. Jour après jour, pas à pas. Notre famille n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Et c'était tout ce qui comptait. Le jour où j'ai appris que Sophie était fiancée, un étrange sentiment m'a traversé. Pas de jalousie, pas de regret, juste une sensation de vide, comme si un dernier lien avec mon passé venait d'être coupé. Nous avions construit une vie ensemble, puis nous l'avions détruite. Et maintenant, elle recommençait tout avec un autre. Je n'avais jamais imaginé un avenir où nous serions encore ensemble, pas après tout ce qui s'était passé, mais savoir qu'elle s'était engagée à nouveau rendait notre rupture encore plus définitive. C'est un samedi matin que j'ai reçu son message. Il était court, poli, presque trop formel. « Antoine, je voulais te prévenir que je vais me marier. Je préfère que tu l'apprennes de moi plutôt que par les enfants. Nous pourrons en parler si tu veux. » Je suis resté un instant à fixer l'écran de mon téléphone. Marié. Une autre vie, un autre homme. Après un moment, j'ai simplement répondu « Merci de me l'avoir dit. Je vous souhaite du bonheur. » C'était tout ce que j'avais à dire. Pas besoin de plus. Plus tard dans la journée, c'est Alice qui a abordé le sujet pendant le dîner. Elle semblait excitée, Clara lui posait 1000 questions sur le mariage, tandis que Jules, lui, restait indifférent. Mélanie a attendu que les enfants quittent la table avant de me regarder en silence. Elle savait que cette nouvelle me touchait, même si je ne l'exprimais pas. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai serré sa main et souri. C'est étrange, mais c'est comme ça. Sophie mérite d'être heureuse. Nous le méritons tous. Elle a hoché la tête, et j'ai senti son soutien dans son regard. Elle ne cherchait pas à minimiser ce que je ressentais, mais elle me rappelait simplement que j'avais déjà trouvé mon propre bonheur. Quelques jours plus tard, Sophie m'a appelé. Nous ne parlions que rarement, et d'ordinaire, uniquement pour des sujets concernant les enfants. Sa voix était posée, mais il y avait une hésitation, une fragilité que je n'avais pas entendue depuis longtemps. « Merci d'avoir bien réagi à la nouvelle », a-t-elle commencé. « Je voulais juste te dire que ça me touche. » J'ai haussé les épaules, même si elle ne pouvait pas le voir.
C'était la bonne chose à faire. Elle a fait une pause, puis a ajouté, tu sais, après notre divorce, je me suis demandé si je n'avais pas fait une erreur. J'ai relevé la tête, surpris par ces mots. Mais je suis resté silencieux, la laissant continuer. Mais maintenant, avec Benoît, je comprends que ce n'était pas une question d'erreur. On avait changé, tous les deux. Ce n'était plus possible. J'ai inspiré lentement. Oui. On n'était plus les mêmes personnes que le jour où on s'est mariés. Elle a soufflé un rire triste. C'est exactement ça. Un silence s'est installé, mais cette fois, il n'était pas lourd ni rempli de rancune. Il était juste, naturel. Une manière de conclure ce chapitre de nos vies. Avant de raccrocher, elle m'a dit, je te souhaite le meilleur, Antoine. Pour toi, pour Mélanie, pour les enfants. À toi aussi, Sophie. Et c'était fini. Pas seulement l'appel, mais tout ce qui restait entre nous. Ce soir-là, sur la terrasse, je regardais les enfants jouer dans le jardin pendant que Mélanie buvait son thé à mes côtés. Elle s'est blottie contre moi, et j'ai passé un bras autour de ses épaules. Tu sais, ai-je murmuré, il fut un temps où je croyais que divorcer de Sophie serait la pire chose qui puisse m'arriver. Elle a levé la tête vers moi, son regard tendre. Et maintenant? J'ai regardé mes enfants rire, Mélanie à mes côtés, et j'ai souri. Maintenant, je sais que parfois, perdre quelque chose, c'est la seule manière de trouver ce qu'on a toujours cherché. Elle a déposé un baiser sur ma joue, et je me suis laissé aller contre elle, savourant la paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Oui, Sophie faisait partie de mon passé, mais elle n'était plus mon présent. Et encore moins mon avenir. J'avais enfin trouvé ce qui comptait vraiment.